Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Rodis Academy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 17 septembre 2025, donc pour le deuxième épisode. Si vous n'avez pas encore eu le temps, l'opportunité d'écouter le premier, je vous invite à le faire, peut-être même avant ce podcast-là, parce qu'il y aura quelques références peut-être qui vont vous manquer. Et puis même de façon plus générale, c'est dans le premier épisode que j'ai présenté plus en détail le projet Rodis Academy, le contenu de ce podcast et pas mal de choses qui vous seront utiles pour apprécier au mieux la suite du contenu que je vais partager sur toutes mes plateformes. Donc Instagram principalement, mais aussi YouTube, TikTok et donc euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast actuellement, donc Spotify ou Apple Podcast pour la plupart d'entre vous. Tous mes liens vers mes autres réseaux sont systématiquement référencés dans les descriptions des différents contenus que je poste. Donc vous les trouverez par exemple en description de mes vidéos YouTube, de ce podcast et de tous mes autres contenus. Alors aujourd'hui, j'ai prévu plusieurs sujets. Tout d'abord, je commence par rappeler que je vous avais demandé dans le premier épisode de ce podcast de me faire dans vos retours des questions ou des remarques, des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Donc j'ai eu quelques-uns de vos retours, j'ai pris quelques notes. Donc on va aborder les sujets que vous voulez que j'aborde dans un second temps. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur ma situation personnelle, puisque c'est le fil rouge du podcast où je vous raconte mes expériences pour enrichir votre parcours cycliste. Et donc, en ce moment, je suis dans la première semaine de mon dernier bloc d'entraînement qui va m'emmener à ma dernière course de la saison, qui sera un chrono le dimanche 12 octobre. Qui précédera ma coupure. Donc, comme je vous l'ai sûrement expliqué dans le dernier podcast, je fonctionne pour mes blocs de travail en 3 semaines on, donc 3 semaines de travail et une semaine de ce qu'on appelle de taper, de déload, juste avant l'événement, de façon à optimiser la charge que je m'applique et le temps de repos pour permettre d'avoir un pic le plus possible téléguidé sur le jour de l'épreuve où on a envie d'être performant. Donc pour moi, ce système 3-1, c'est un système qui fonctionne très bien. Il m'est déjà arrivé de tester 4 semaines, jusqu'à 4 semaines de charge et ensuite une semaine de décharge. Il s'avère que pour moi, c'est un chouïa trop. Voire même carrément trop, puisque dans la 4e semaine, je suis incapable de produire quelque chose de qualitatif. Donc c'est vraiment pas intéressant à moyen et long terme pour optimiser la progression. Et d'ailleurs, si vous avez bien suivi, ça fait écho à ma structure plus micro à l'intérieur de mes blocs, puisque je vous avais expliqué que je fonctionne en triplé. Donc sur mes blocs de 3 semaines, c'est-à-dire des blocs de 3 jours de travail, un jour plus facile. Et ça, évidemment, c'est pas une invention de ma part, c'est quelque chose qui est pratiqué en World Tour. Je vous invite, je vous avais déjà cité la source précédemment, mais je vous invite à écouter le podcast de Cyclisme Performance Academy, où ils invitent un coach de pique-nique post-NL. Voilà, il reconnaît qu'il utilise cette façon de travailler là pendant ses blocs de travail pour ses coureurs World Tour, même en préparation du Tour de France par exemple. Il parlait de Oscar Onley et de coureurs comme ça qu'ils ont emmenés. Voilà, 3 jours de travail, 1 jour de récup, 3 jours de travail, 1 jour de récup. Et donc c'est la même philosophie quand on prend un peu de recul avec ce bloc de 3 semaines de travail et 1 semaine de déload. Donc je suis dans ma première semaine, vu que c'est un chrono, j'accumule un maximum de volume
Sur le vélo de contre-la-montre, j'ai ajusté légèrement la position puisque j'ai remarqué tout de suite que j'allais avoir du mal à accumuler du volume dans la position dans laquelle j'étais mis, tout simplement pour des raisons mécaniques, de contraintes. Typiquement, par exemple, mes repose-coudes étaient légèrement trop proches l'un de l'autre, ce qui me crée des tensions dans les trapèzes. Je les ai très légèrement écartés, ce qui sacrifie légèrement l'aérodynamisme puisque ça augmente ma surface frontale, mais ça me permet, avec un tout petit ajustement de cette sorte, d'être beaucoup plus à l'aise, confortable, et donc d'accumuler du temps de travail beaucoup plus facilement en position, et à la fin d'être beaucoup plus performant. Donc en chrono, mais c'est pareil avec votre vélo de route, parce que votre vélo de route ne doit pas sacrifier l'aérodynamisme non plus. Tout le projet de performance, surtout sur des parcours relativement plats, ensuite quand les parcours deviennent plus exigeants au niveau du dénivelé, là c'est davantage les watts par kilo qui jouent. Mais sur des parcours roulants ou à faible dénivelé ou à pourcentage faible, vous allez avoir besoin d'optimiser votre rapport puissance versus coefficient de traînée aérodynamique. Et cela implique que vous fassiez quelques sacrifices à la fois sur l'aéro et à la fois sur votre puissance éventuellement pour avoir le meilleur compromis possible. À savoir que la plupart du temps, c'est surtout sur l'aéro que vous allez faire des sacrifices, parce que si votre position vous restreint à tel point que ça vous fait perdre de manière significative de la puissance, c'est sûrement qu'elle est trop agressive, ou alors que vous devriez, dans votre démarche d'optimisation de l'aéro, y aller plus petit à petit, de façon à habituer votre corps et que vous ne perdiez plus de puissance en position aérodynamique. Par exemple, entre mon vélo de route et mon vélo de chrono en position, je peux vous dire qu'il n'y a pas 5% de différence, ou alors voilà, un peu moins de 5% de différence de puissance entre mes deux setups, ce qui est assez faible, mais voilà, pour moi c'est important de garder des chiffres acceptables, même s'il s'agit de sacrifier légèrement l'aéro, par exemple avec ce que je vous expliquais pour les coudes, ou ce genre de choses. De la même façon, si vous recherchez vous aussi votre position sur le vélo de chrono et que vous avez par exemple une étude posturale sur votre vélo de route, mais que vous n'avez pas les moyens ou pas forcément l'envie d'investir autant pour une autre étude posturale pour votre autre vélo, donc votre vélo de chrono, vous allez vous renseigner en ligne sur des vidéos qui vont vous expliquer comment adapter votre position de votre vélo de route à votre vélo de chrono. Et la plupart des gens vous disent que vu que vous allez être plus en avant sur le vélo par rapport à la position, que vous allez devoir monter la selle d'environ 1 cm. C'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai beaucoup lu, ce qui est peut-être vrai pour certains profils, mais pour moi, je peux vous dire que 1 cm c'est énorme et que ça vous empêche d'avoir une cadence acceptable dans la mesure où votre bassin va être beaucoup plus loin de votre pédale, et pour moi ça correspondait pas avec l'exigence du contre-la-montre qui va être de garder une cadence élevée tout au long du parcours. Et donc si vous êtes vraiment haut, vous allez avoir du mal à tourner les jambes vite. Et pour moi, donc au final, avec les ajustements que j'ai fait, j'arrive à plus ou moins plus 4 mm, plus 5 mm par rapport à ma hauteur de selle sur mon vélo de route, et non pas plus 1 cm. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez tester. La règle du plus 1 cm, elle a du sens, parce qu'il faut évidemment monter la selle, vu que la position change et que vous êtes plus avancé. Mais voilà, c'est pas une règle d'or, et les ajustements sont
sont importants à faire de ce point de vue-là. Et encore une fois, c'est vos sensations sur la route qui vont vous donner les meilleures réponses. C'est la phrase que je donne toujours, que j'avais donnée en conclusion de ma courte vidéo sur votre réglage de hauteur de selle. Une fois que vous avez appliqué une règle, un théorème, une façon de vous régler, ce qui va vous donner les meilleures indications, c'est comment vous vous sentez sur le vélo. Et a fortiori, au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, pour les plus confirmés, pour ceux qui font des courses de cette durée-là. C'est le même principe quand par exemple vous changez de longueur de manivelle et que vous vous demandez à quel point vous devez adapter votre hauteur de selle dans la mesure où votre point bas dans votre coup de pédale sera par exemple plus haut si vous raccourcissez vos manivelles ou plus bas si vous les rallongez. Ben ça, vous pouvez pas dire que par exemple pour 1 cm en moins de manivelle, vous allez augmenter votre selle de 1 cm. Ça va pas marcher comme ça, tout simplement parce qu'il faut aussi prendre en compte que votre angle tronc fémur va s'ouvrir, se fermer. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, c'est pareil, j'ai pas mal tâtonné quand j'ai changé de longueur de manivelle. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus en détail dans un autre contenu. Je vous invite à m'en faire part si ça vous intéresse. Pour moi, ça s'est vérifié quand je suis passé de 175 à 165 sur mon vélo de route en début d'année. J'ai pas monté la selle de 1 cm, loin de là. Je pense qu'au final, j'ai dû monter de 2,5 mm. Donc, vous voyez le genre de problème que ça peut poser, puisque si vous êtes sensible comme moi et comme beaucoup de cyclistes, 1 mm de hauteur de selle, ça va faire une grosse différence. Et donc, vu que là, les marges de différence entre les règles d'or, entre guillemets, et le terrain sont de l'ordre de quasiment 5 à 6, voire 7 mm, vous voyez bien que, en fait, le gros de la vérité va se situer dans vos sensations sur le vélo. Donc voilà pour cette courte parenthèse positionnelle. Donc j'accumule du volume sur le vélo de chrono un maximum. Je fais des efforts, tous mes efforts en réalité en position, parce que c'est ça qu'on va vous demander pendant la course. Toute l'énigme, toute la question du contre-la-montre, c'est de savoir à quel point vous allez pouvoir pousser fort tout en restant compact, aérodynamique sur votre vélo. Donc forcément, ça implique de faire vos efforts spécifiques en position de contre-la-montre. Donc là, par exemple, hier, ça prenait la forme de 2 blocs de over-unders, donc sous forme de 2 minutes, 2 minutes. Donc 2 fois 8 fois 2 minutes, 2 minutes, avec les 2 minutes on au-dessus du deuxième seuil et les 2 minutes off autour du premier seuil. Donc c'était une séance intéressante. Le RPE ne s'est pas envolé comme je l'avais prévu, donc ça c'est top, autour de 7,5. Et j'ai réussi à tenir la position jusqu'au bout. Même si en début de bloc, forcément, le corps n'est pas encore extrêmement adapté, c'était difficile. Surtout que, comme je vous l'avais dit dans le précédent podcast, malheureusement, j'avais pas pu commencer à m'adapter au vélo de chrono dans le bloc précédent parce que j'avais des problèmes mécaniques avec, que j'ai dû régler. Donc là, je me refamiliarise vraiment avec. Mais je suis assez optimiste, positif par rapport à ça parce que les adaptations que j'ai faites à ma position ont été concluantes et la séance d'hier me l'a montré. Donc dans ce bloc, mes 2 séances clés, le reste ce sera du volume, mes 2 séances clés que je vais répéter un maximum, ce sera ce setup de over-unders sous forme de 2 fois 30 minutes, 2 séries de 1 demi-heure de over-unders, donc quand même une séance costaud. La logique derrière ça, c'est que le chrono du 12 octobre sera autour de la demi-heure et que le répéter 2 fois, pour moi, c'est l'assurance que c'est un travail que je peux soutenir et que quand je vais faire une demi-heure all-out, j'aurai de la marge. Je pourrais me dire que j'ai fait des efforts, ces efforts-là que je les ai répétés, que quand je les ai fait une fois, j'en avais encore un deuxième dans les jambes.
Donc la demi-heure, elle sera vraiment sécure pour moi et que je pourrai aller à mon plein potentiel le jour J. Donc ça, c'est pour ma première séance clé que je vais répéter 5 fois sur mes 5 triplés. Donc j'en ai déjà passé une, il m'en restera 4. J'essaierai le plus possible d'augmenter la puissance de mes over et de mes under au fur et à mesure des séances. Et j'essaierai de finir ma cinquième séance clé à RPE 9,5-10 pour voir vraiment où c'est que je peux aller en poussant au maximum de mon moteur, et ça me donnera une bonne indication de ce que je pourrais faire le jour J. Donc ça, c'est ma première séance clé. Et ma deuxième, celle que je fais aujourd'hui et que je vais répéter également 5 fois, donc dans chacun de mes triplés pour ce bloc-ci, c'est simplement une séance de maintien de la position autour de LT1, mais c'est pas le plus important, la puissance n'est pas le plus important sur cette séance. Ce qui m'importe, c'est de passer un maximum de volume sans sortir de la position à une intensité quand même minimale, donc autour de LT1, et avec la forme la plus propre possible, c'est-à-dire compact avec une cadence élevée, donc autour de 95 RPM, et qui ne drop pas quand je commence à souffrir dans la position, ce qui est mon petit vice. Donc là, comme d'habitude, je respecte une progressivité dans l'établissement de cette séance. Par exemple, aujourd'hui, 4 fois 10 minutes. La prochaine fois, 4 fois 12. Ensuite, 4 fois 15. Donc là, on arrive à 1 heure de volume. C'est plus vraiment la peine d'augmenter. On augmente juste la durée des répétitions. Donc 4 fois 15 qui devient 3 fois 20. Et à la fin, je finis par 2 fois 30, qui est la séance qui me servira à valider le fait que j'arriverai confortablement, je l'espère en tout cas, à tenir 30 minutes en position sans problème. Et le faire 2 fois pour confirmer que je ne me suis pas tué le corps, les articulations et le gainage à le faire une seule fois. Le reste, comme je vous l'ai dit, ce sera du volume sur le vélo de route cette fois-ci pour compléter. Pourquoi sur le vélo de route ? Pourquoi je ne fais pas tout sur le vélo de chrono ? Tout simplement parce que ça reste le volume sur le vélo de chrono, ça reste du volume contraignant pour le corps, difficile à tenir sur des longues heures malgré toutes les adaptations, et de manière plus générale, il faut toujours en sport d'endurance et même dans tous les sports respecter le principe de progressivité. Là par exemple, passer sur le vélo de chrono du jour au lendemain, déjà 2 jours sur 4, donc 1 jour sur 2, c'est déjà énorme. Donc mettre le vélo de route à la cave carrément, ce serait un gros risque pris pour mon corps, qui me rendrait le plus sujet à une éventuelle blessure, ce qu'il faut éviter à tout prix pour favoriser la progression sur le long terme et de façon plus pragmatique pour être fort le jour J, pas prendre de risque d'avoir une gêne. Donc le vélo de route garde du service jusqu'à la coupure pour accumuler le volume à côté du vélo de chrono et pour les jours de récup. Donc voilà pour ce bloc. Je vous ferai quand même une vidéo YouTube pour vous expliquer plus en détail cette planification-là, le cheminement de ma pensée, comment j'ai établi les séances, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce système de over-under plus en détail. De la même façon que je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer le bloc précédent qui vous avait pas mal plu, j'ai eu des bons retours dessus, donc je vais vous faire un deuxième épisode de ma planification expliquée qui sortira sur YouTube très prochainement. Dans un deuxième temps, je voulais aborder le sujet de la coupure parce que pour pas mal d'entre vous, on a passé la mi-septembre, on s'approche à grands pas de la fin de saison, vous allez tous probablement opter pour une coupure, vous avez du mal à savoir combien de temps vous devez couper, vous avez du mal à savoir si vous pouvez, entre guillemets, ou s'il est judicieux pour vous
de faire un entraînement croisé, donc c'est-à-dire un autre sport pendant votre coupure, quelle intensité vous pouvez y mettre le cas échéant, etc. Il y a pas mal de questionnements autour de ça. Donc je vais clore le débat une fois pour toutes. La coupure n'est utile que lorsque vous en sentez le besoin. Vous devez arrêter, surtout quand vous êtes amateur et que vous n'accumulez pas 600, 700, 800 heures de volume annuel. Vous devez arrêter de vouloir imiter les professionnels à tout prix et d'écouter les Jean-Michel qui vous disent systématiquement « Oh, il faut faire une coupure parce que c'est comme ça, parce qu'il faut faire une coupure. » Je vous donne mon exemple. En 2024, j'ai eu une année à 600 heures. Je suis sorti de ma saison de course, pareil, mi-octobre. Et j'en ai pas ressenti le besoin. J'étais frais. Donc forcément, je me suis un peu reposé après ma dernière course, mais ça a pris la forme de 2 ou 3 jours moins intenses. Et j'ai commencé à construire pour l'année 2025 directement. Donc ça, c'est comme votre position, c'est comme tout en fait. Si vous travaillez avec Rodies Academy, avec notre offre de coaching, vous allez vous en rendre compte tout de suite. La clé de votre progression, la clé qui va vous donner ce que vous devez faire en toutes circonstances, c'est votre corps. Vous devez écouter votre corps à tout prix. Vous devez cultiver votre ressenti, votre habilité à ressentir ce que votre corps vous dit. C'est extrêmement important en vélo comme dans la vie d'ailleurs, mais en vélo a fortiori, vous devez apprendre à comprendre les signaux de votre corps, à les analyser et aussi à accumuler de l'expérience, parce que ça c'est pas quelque chose que je peux vous transmettre dans un podcast. Vous devez accumuler l'expérience de savoir dans le passé j'ai fait ça, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le faire mieux, est-ce que je peux le faire différemment, et ça vous donnera des réponses. Là par exemple pour moi, au stade où j'en suis, on est le 17 septembre, ma dernière course sera donc le dimanche 12 octobre. Je peux vous dire là déjà d'avance que cette année, je vais prendre une coupure beaucoup plus formelle et sérieuse parce que j'en ressens le besoin. J'en ressens déjà le besoin. J'ai une saison longue, je suis quasiment sur la brèche non-stop depuis début mars en fait, et ça s'est pas arrêté. J'ai eu juste 2 fois des petites maladies qui n'ont pas duré longtemps et ensuite ça a été le rush pour remonter en forme quand je suis remonté sur le vélo après ces maladies-là. Donc mon corps n'a pas eu de répit. Cette année, je le sens, j'en ai conscience et je sais que je pourrais pas faire la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire après le chrono, faire 2 ou 3 jours de transition et repartir direct sur la construction de 2026. Ce sera impossible, je le sais, et je le sais parce que j'écoute mon corps. Le matin quand je me lève, j'ai des signaux qui me disent que là ça va moins, ou là ça va pas du tout. Pareil quand je suis sur le vélo, pareil quand je rentre du vélo, pareil le soir. Vous devez apprendre à écouter ces signaux-là. Et donc si vous vous demandez si vous devez faire une coupure, si vous ne devez pas faire une coupure, si vous voulez en faire une, de quelle durée, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de coach sur Instagram qui va vous fournir un tableau Excel ou une règle d'or pour vous dire la coupure c'est ça, il faut faire ça, il faut faire ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que d'expérience, la plupart des amateurs prennent des coupures alors qu'en fait ils n'en ont pas tant besoin que ça. C'est un besoin avant tout physique, mais je peux comprendre qu'à un certain niveau ça soit aussi un besoin mental. Moi par exemple au niveau où j'arrive, ça commence aussi à être un besoin mental parce que le vélo à un certain niveau c'est une certaine pression toute l'année et ça fait du bien de pouvoir s'en libérer pendant au moins une petite période de l'année.
Et ça, je suis en train d'en prendre conscience avec ma progression en ce moment. Et je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est pareil. Mais je sais aussi que pas mal de personnes auxquelles je m'adresse via mon contenu sont des amateurs qui moyennisent des volumes autour de 400 heures, 500 heures. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, à moins que vous soyez dans un processus de surentraînement et que votre charge devrait être autour de 300, ce qui peut arriver, vous n'avez pas de raison de faire des coupures de 3 semaines juste parce que c'est ce que Pogacar fait. Donc pour récapituler, écoutez votre corps, il vous donnera la réponse de la même manière qu'il vous donnera la réponse pour votre position sur le vélo, pour votre hauteur de selle, et pour votre vélo de chrono. C'est toujours à votre corps que vous devez revenir. Quand je dis ça, pour finir, je pense surtout aux cyclistes qui, comme moi, sont passionnés, commencent un peu tard et sont submergés de conseils de personnes à droite à gauche qui pensent tout savoir, surtout, et qui leur donnent de cette façon-là des règles à suivre, à ne jamais dépasser, sans leur donner les raisons. Vous pouvez vous sentir un peu agressé comme je l'ai été, ou tout du moins forcé de faire telle ou telle chose parce que tous les gars de votre club ils prennent une coupure, parce que votre coach de votre club il vous dit qu'il faut faire une coupure sinon vous allez être cramé, je sais pas quoi. La réalité c'est que tout le monde est différent et que vous en avez pas forcément besoin. Et moi je l'ai prouvé l'an dernier et cette saison elle a été loin d'être un échec pour moi. Donc vous avez au moins un exemple que les règles d'or ne sont pas toujours à suivre, au moins dans ce contexte-là. Maintenant, si toutefois vous avez besoin de conseils, de savoir comment adapter, interpréter vos sensations, pour savoir comment adapter votre coupure, vous pouvez bien sûr toujours me contacter à Roddy's Academy et je serai très heureux de vous accompagner dans ce processus qui reste quand même un processus important, un processus majeur de votre saison puisqu'il va déterminer l'état dans lequel vous allez vous trouver quand vous allez commencer à bâtir les fondations pour la saison prochaine. J'en profite donc pour vous rappeler que on est en train de construire nos effectifs Roddy's Academy pour l'année 2026. Les gens sont en train de se positionner donc sur les 3 formules essentielles, performance et élite. Pour rappel, la formule essentielle vous propose tout ce dont vous avez besoin pour un accompagnement de qualité, à savoir un programme qui vous est envoyé, un programme clair, précis, structuré qui vous est envoyé chaque semaine avec feedback hebdomadaire, adaptation du programme évidemment, contact régulier avec moi, votre entraîneur. La formule performance vous propose en plus le programme de force en salle, qui est quelque chose que je recommanderais à un certain nombre de cyclistes qui manquent par exemple de force ou de charpente sur le vélo, de gainage. Ça peut être intéressant pour tout un tas de profils. Donc ça c'est le gros plus de la formule performance. Et en plus le contact est illimité avec nos coachs à partir de cette formule-là. Vous avez des feedbacks quotidiens. Et enfin la formule élite pour les plus déterminés d'entre vous, qui garde tous les avantages de la formule performance et qui incorpore un suivi nutritionnel complet pour vous accompagner de manière complète dans votre progression cycliste. Donc voilà pour nos 3 formules. Les gens sont en train de se positionner dessus gentiment. Les effectifs sont en train d'augmenter. Si vous êtes intéressé ou si vous avez une question, n'importe quoi, je vous invite à me contacter sur Instagram par exemple ou @roddyzacademy@gmail.com.
par mail si vous préférez. Et on sera très heureux de vous répondre et de vous accompagner au mieux dans votre progression. C'est un excellent moment pour commencer avec nous puisque la saison va se terminer et on va commencer à doucement poser les bases pour la saison prochaine. Donc si vous voulez prendre en main votre progression et passer un cap et commencer du bon pied votre saison 2026, je vous invite à nous contacter. Les formules sont toutes les 3 sans engagement. 50 € par mois pour la formule essentielle, 75 € par mois pour la formule performance et 100 € par mois pour la formule élite. Donc les tarifs sont les plus concurrentiels possibles. On fait de notre mieux pour garantir ça. Et j'espère que pour vous c'est un accompagnement de qualité. En tout cas moi je le pense, j'en suis convaincu. C'est un accompagnement qui crée de la valeur pour vous, qui vous libère de tout un tas de réflexions qu'on peut avoir quand on pratique soi-même sans entraîneur et qu'on se pose tout un tas de questions. Moi j'ai commencé sérieusement le vélo il y a 4 ans après avoir transitionné depuis le demi-fond. Je me suis toujours entraîné moi-même et je crois avoir atteint un niveau intéressant. Donc je pense que j'assois dès maintenant, à partir de maintenant et aussi du point de vue de mes coachings que j'ai depuis plusieurs années, je pense que j'assois une certaine légitimité à vous donner des conseils, en toute humilité bien sûr, mais voilà. Donc pour vous, je pense que c'est intéressant. Je vous invite à nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous voulez commencer dès maintenant. Pour conclure ce podcast, je vais vous inviter, comme la dernière fois, à me faire dans vos retours, à me poser dans vos retours toutes les questions, tous les sujets, toutes les remarques que vous voudriez que j'aborde dans le prochain épisode qui va arriver le plus vite possible. Je vais vous tenir au courant de l'évolution de mon blog jusqu'à l'échéance finale du 12 octobre. Donc je vais vous inviter à me retourner vos questions, vos sujets pour le prochain podcast. Vous pouvez le faire sur la plateforme qui vous plaît, dans mes messageries, dans mes commentaires de mes publications, dans mes contenus. Quand j'avais sorti le premier épisode, je vous avais sollicité surtout sur Instagram pour avoir par exemple un commentaire d'un post ou même en story dans l'onglet posez-moi une question. Et je sais que pour certains vous n'avez pas trouvé le contenu et donc vous n'avez pas eu l'occasion de me poser votre question ou de me soumettre votre sujet. Donc là je vais faire plus simple, je vais vous inviter tout simplement à me contacter via le canal de votre choix pour me communiquer tout ça et que le podcast suivant soit le plus intéressant possible de ce point de vue là. D'ici là, portez-vous bien jusqu'à ce qu'on se recroise sur la route ou sur les réseaux et je vous dis ciao.